Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve à l'occasion de la Journée mondiale de la trisomie 21 pour une vidéo consacrée et à l'association et à la maladie. Et j'ai la chance d'être accompagnée de Véronique Magle-Normand. Bonjour. Merci d'avoir accepté de participer à cette vidéo et de faire Avec plaisir. Véronique Magle-Normand, donc j'ai créé l'association Trisomie 21 Finistère en 2004, quand nous sommes arrivés en famille dans le Finistère avec notre plus jeune fille qui avait 10 ans, qui est avec Trisomie 21. Et cette association n'existait pas dans le Finistère, alors qu'elle existe dans une soixantaine de départements en France, des associations qui sont affiliées à la Fédération nationale Trisomie 21 France. Et donc, comme nous avions déjà eu l'expérience d'être adhérents et très actifs dans Trisomie 21 Loiret, à l'époque, on habitait Orléans, donc nous avons voulu créer Trisomie 21 Finistère dans le Finistère. Alors, la trisomie 21, en fait, ce sont des chercheurs français qui ont trouvé scientifiquement de quoi il s'agissait vraiment. C'est en fait notre corps est composé de cellules qui comportent toutes 23 paires de chromosomes qui sont en fait numérotées de 1 à 23 en fonction de leur taille. Et sur la paire 21, c'est en fait une paire de chromosomes de petite taille. Il se trouve que les personnes avec trisomie 21, dans leur capital génétique, elles n'ont pas de paire 21, mais il y a un troisième chromosome 21, donc en fait elles ont 3 chromosomes numéro 21. Et chaque chromosome porte de multiples gènes, et ce sont tous ces gènes qui nous font finalement, qui font ce qu'on est. Et donc, il se trouve que sur les gènes de ce chromosome 21, il y a des particularités qui génèrent des difficultés, la déficience mentale de la personne avec ce troisième chromosome. Et donc, la recherche, elle se fait beaucoup sur quels sont les gènes qui sont sur le chromosome 21, et à partir de ces gènes, le fait d'en avoir 3 au lieu de 2, ça génère des complications, ça génère des anomalies, et l'idée c'est de travailler de faire vraiment de la recherche fondamentale sur ce chromosome 21 pour essayer après de pallier à ces manques et à ces anomalies. Alors les particularités des personnes avec trisomie 21, on sait aujourd'hui que par exemple au niveau de leur système nerveux, il se trouve que le courant électrique qui va du cerveau jusqu'au bout des mains pour prendre quelque chose, ou au bout dans les muscles pour marcher, en fait est ralenti. Donc en fait ils ont tout le capital neurologique, mais il y a des anomalies qui font que les informations arrivent plus lentement là où on veut. Donc par exemple, si au niveau motricité, on sait qu'ils sont ralentis, et c'est là où c'est intéressant, maintenant qu'on sait que le cerveau est plastique, surtout dans les premières années, plus on va stimuler le jeune enfant, plus on va pouvoir éviter ce ralentissement et le fait que ce soit tout ralenti. Difficulté, notamment la difficulté de parler, d'élocution, elle est liée en fait justement à cette hypotonie musculaire. Les muscles sont mous. Pourquoi? Parce qu'ils sont moins stimulés par le système nerveux qui est justement ralenti. Et donc quand vous avez des muscles des joues ou la langue qui est un muscle qui sont moins stimulés par le système nerveux, et ben vous avez du mal à articuler, vous avez du mal à ouvrir la bouche. Donc ça peut
créer des anomalies au niveau de la parole, de l'élocution, mais ça crée aussi des difficultés au niveau de la mastication, de la déglutition pour manger, pour mastiquer. Donc voilà, tout ça c'est des anomalies que l'on connaît aujourd'hui, et tout ce qui est prise en charge du jeune enfant sont dans ce sens-là pour pallier à ces anomalies en fait. Alors effectivement, jusque dans les années 80, leur espérance de vie était beaucoup plus courte, hein, à 40-45 ans, ils décédaient. Maintenant, aujourd'hui, l'espérance de vie, elle a fortement augmenté puisqu'on est plutôt aux alentours de 60-65 ans. Et c'est cette prise en charge au niveau médical qui fait qu'aujourd'hui, ils vivent plus longtemps. On va surtout surveiller en fonction de lors du vieillissement, on va surveiller, ils sont plutôt sujettes à avoir du diabète, ils sont plutôt sujettes à avoir de l'arthrose, à avoir une prise de poids, donc on va surveiller et prendre en charge toutes ces anomalies pour éviter un vieillissement précoce. Mais ça n'empêche qu'on sait aujourd'hui quand même que chez les personnes avec trisomie 21, il y a le développement de plaques amyloïdes au niveau cérébral, ces fameuses plaques que l'on retrouve dans la maladie d'Alzheimer et que l'on connaît bien aujourd'hui. Et chez les personnes avec trisomie 21, il y a un surrisque pour apparition de ces plaques de façon plus précoce par rapport à la population générale. Mais quand même, leur espérance de vie aujourd'hui, des adultes trisomiques 21 qui sont à la retraite, donc qui ont plus de 60 ans, il y en a de plus en plus. Donc ça fait partie aussi des sujets qu'il faut travailler sur le vieillissement de la personne avec trisomie 21. Alors Trisomie 21 France, en fait, c'est une fédération nationale qui a été créée en 1981, donc déjà 40 ans, plus de 40 ans, par des parents et des professionnels qui ont voulu travailler ensemble autour de la personne trisomique 21. Il faut remettre dans le contexte, il y a 40 ans, les enfants ou adultes avec trisomie 21 étaient principalement placés en institution. Et l'idée des parents et des professionnels, c'était de dire ils ont des compétences, ils ont des qualités, ils ont des capacités que nous n'avons sans doute pas encore développées, et donc nous allons tout faire ensemble, parents, professionnels, pour qu'ils puissent vivre le plus possible dans le monde ordinaire, avec les droits du droit commun de tout citoyen français. Et donc ces parents et professionnels, en fait, petit à petit, dans certains départements, ils ont mis en place déjà des classes, des petites classes où il n'y avait que des enfants trisomiques 21 au sein d'une autre classe dans une école ordinaire. Et en fait, ces expériences ont porté leurs fruits, puisqu'en fait, en 1991, il y a eu la première loi sur la création des CLIS, des classes d'inclusion en primaire. Et 4 ans après, 1995, il y a eu la loi sur la création des classes UPI en collège. Pareil, les jeunes avec trisomie ou déficience intellectuelle qui sont intégrés dans un collège ordinaire, dans une classe qu'on appelait UPI à l'époque, qui s'appelle Ulysse aujourd'hui, et avec l'objectif de les inclure aussi dans les autres classes du collège, selon leurs capacités, leurs appétences aussi, selon les sujets. Voilà, donc ça c'était en 1995, et petit à petit, il y a eu après, en 2005, la loi de 2005 sur les droits et la citoyenneté des personnes avec handicap, hein, sur lesquelles on s'appuie encore aujourd'hui pour travailler sur le monde du handicap. Et l'évolution des associations au sein de la fédération a fait que petit à petit, dans les départements, les personnes avec trisomie ont été à des postes d'administrateurs aussi des associations. Et au sein de la fédération Trisomie 21 France, c'est en 2016 que les statuts ont été modifiés, et aujourd'hui nous avons 4 administrateurs au niveau national avec Trisomie 21 qui sont là à toutes les réunions, et de ce fait-là, déjà ça oblige à travailler beaucoup sur les sujets que l'on exploite en réunion de conseil, mais ce qu'on appelle en FALC, en facile à lire et à comprendre, pour qu'ils puissent être plus acteurs aussi.
Ils nous donnent leurs avis, ils nous donnent des propositions de sujets aussi d'action, donc c'est vraiment très intéressant de travailler avec eux. Ils ont vraiment leur place aujourd'hui complètement. La fédération, elle a comme projet fédéral surtout tout faire pour mettre en œuvre le droit du citoyen, même s'il est porteur d'une trisomie, même s'il a une déficience intellectuelle. Donc les aider, les accompagner pour faire valoir leurs droits. Accompagner et aussi conseiller les associations dans les départements pour les aider à mettre en œuvre des actions particulières, faire connaître la trisomie 21, organiser des actions pour faire se rencontrer les familles, organiser des conférences pour informer les familles, mais aussi les professionnels. Donc on essaie de trouver des sujets à la fois des sujets de société, mais aussi des sujets en lien avec la santé, avec toute la prise en charge médicale, c'est aussi important. Et ça évolue aussi beaucoup. Alors en 2004, donc Trisomie 21 Finistère a été créé. Très vite, il y a eu 25 familles qui ont adhéré et qui ont eu envie de s'impliquer dans cette nouvelle association, avec des professionnels principalement des professionnels pédiatres, généticiens, il y avait des psychologues, il y avait orthophonistes aussi qui sont venus à l'association très vite. Nous avons tenu à organiser des moments déjà de convivialité pour que les familles se connaissent, pour qu'il y ait surtout des échanges entre parents sur comment je fais, comment tu fais, quelles difficultés, comment on peut faire. Donc ça c'est toujours très important aussi pour se donner un peu des tuyaux, des informations entre familles. Et puis nous avons organisé régulièrement aussi des conférences, alors là tout public, sur des sujets qui à la fois intéressent les parents, mais aussi intéressent les professionnels. Notamment, on avait fait des conférences sur les prises en charge spécifiques au niveau de tout ce qui était soins dentaires, rééducation de la parole, de la mastication, avec une spécialiste proche de la Fédération Trisomie 21 France qui était venue de Clermont-Ferrand pour expliquer ces prises en charge. Et c'est des conférences où là on voit arriver des professionnels en fait locaux du Finistère qui sont aussi intéressés. Une conférence notamment qui avait eu beaucoup de succès sur tout ce qui était les successions, les placements particuliers avec un enfant avec un handicap, avec un notaire et puis un gestionnaire bancaire qui était venu un petit peu expliquer les choses. Sinon aussi l'accompagnement du tout petit bébé, du tout jeune enfant, et puis sur la relation particulière qui peut se créer, qui doit se créer entre les parents et ce bébé avec un handicap, et aussi avec les frères et sœurs. Donc toute l'alchimie qui doit se créer autour de la famille. Et là on avait fait venir donc une psychosociologue affiliée à la fédération qui était venue aussi faire des conférences. Voilà. Et puis des rencontres amicales, familiales qu'on organise. Alors depuis 2 ans un petit peu moins, mais on a bien prévu en 2022 de se rattraper. Donc au niveau de Trisomie 21 Finistère, nous avons donc bien évidemment un panel d'âges différents, des enfants, des jeunes et des adultes avec Trisomie 21. Et donc nous proposons aussi des activités de loisirs un peu par tranche d'âge, mais aussi nous sommes aussi sollicités par des associations extérieures, et ça c'est vraiment intéressant, qui ont envie de mettre en place des ateliers, notamment un atelier là, de danse contemporaine, chorégraphie, qui pourrait être proposé aux jeunes par tranche d'âge pour faire des groupes, des activités aussi de poterie, et des activités en lien peut-être avec des activités nautiques ou du sport adapté qui pourraient être proposées à nos jeunes. Aujourd'hui, une personne qui va être un peu en dehors de tout ce cercle, qui ne va pas forcément avoir de lien avec la trisomie 21, est-ce qu'elle peut rejoindre l'association ? Oui, bien sûr. Alors effectivement,
dans les statuts, il y a en fait 3 collèges de personnes qui peuvent être adhérentes, et notamment au conseil d'administration, c'est les parents. Alors, on dit professionnel, mais en fait, je ne devrais pas dire professionnel, c'est toute personne concernée par le projet autour de la trisomie 21. Aujourd'hui, si on ne peut pas s'investir personnellement en faisant des interventions physiques, est-ce qu'il y a d'autres façons d'aider à distance On peut toujours faire des dons déjà à l'association, parce que quand on veut mettre en place des actions ou des activités ou organiser des sorties, c'est vrai qu'il y a toujours un coût. Donc effectivement, il y a toujours un appel à dons qui est fait régulièrement pour l'association. Justement, du coup, en parlant de toutes ces évolutions à l'heure actuelle par rapport à l'époque et à maintenant, quelles avancées remarquables ont été faites qui ont le plus aidé ces personnes atteintes Alors, en 50 ans, il y a eu à la fois l'évolution de la recherche médicale, qui a permis de se rendre compte qu'en fait, plus on allait stimuler les jeunes bébés et les jeunes enfants, en fait, ils ont un cerveau qui est très plastique, nous on dit plastique, la plasticité du cerveau, et plus on va les stimuler, plus on va pouvoir permettre qu'ils acquièrent des compétences qui n'étaient pas exploitées précédemment. Et en fait, c'est en surstimulant l'enfant à la fois au niveau de la motricité, mais au niveau aussi de l'intellect, par des petits jeux, par les petits jeux de logique, et puis aussi en les stimulant au niveau de la prise de parole par la rééducation orthophonique. Eh bien, aujourd'hui, bon nombre de jeunes enfants peuvent s'exprimer convenablement, peuvent acquérir la lecture, l'écriture, et donc ça fait beaucoup. Une fois qu'on peut communiquer avec eux, qu'ils peuvent lire et écrire, déjà ça permet après d'évoluer. Et puis les lois de 91, de 95, qui ont permis d'accueillir ces enfants dans les classes, à l'école ordinaire aussi, c'est stimulant d'être au milieu des autres enfants qui n'ont pas forcément de handicap. Donc effectivement, tout ça cumulé, ça permet aujourd'hui d'avoir des enfants et des jeunes adultes qui vont pouvoir être dans la vie au quotidien, presque comme vous et moi, avec de l'aide, certes, mais il y a de plus en plus aujourd'hui d'adultes de moins de 35 ans qui sont en appartement, qui vivent de façon autonome, qui sont plus chez papa-maman, qui sont pas dans les établissements, qui peuvent travailler soit en milieu protégé ou en milieu ordinaire pour certains. Voilà, ils vont se déplacer, ils vont prendre l'avion, le train, le métro, voilà. Donc ça, en 50 ans, c'est énorme, énorme. Donc vous, aujourd'hui, votre fille, elle a 30 ans. Elle est, je suis très mauvaise en calcul, de 80... Elle est née en 92. 92, c'est ça, j'allais dire 93. Excusez-moi. Non, 30 ans. Donc vous avez connu plusieurs, j'ai envie de dire, moments dans l'histoire de la trisomie 21. Vous déjà, à l'heure actuelle, le diagnostic il tombe parfois assez tôt, parce qu'on peut faire des amniosynthèses, des choses comme ça. Vous l'apprenez à quel moment? Alors notre fille est née en 92, et effectivement depuis les années 90, à ce moment-là, on proposait aux femmes de faire une prise de sang à 3-4 mois de grossesse, mais il y avait 15 jours pour la faire. Et là, c'était le tout début des premiers tests pour évaluer le risque d'avoir un enfant avec une trisomie 21. J'ai pas eu le temps d'y aller. Donc voilà, pas eu le temps d'y aller. Mais le gynécologue m'avait proposé de le faire, parce qu'il était obligé de m'en parler. Et donc nous avons appris la trisomie 21 de notre fille le jour de la naissance en fait. C'est toujours un moment un petit peu de surprise, de déception, et puis après très vite on reprend le dessus et puis on se dit si c'est bien, finalement c'est bien, elle est là, donc on va s'en occuper. Voilà. Bon, je pense que la chance, peut-être la chance, en tout cas ce qui nous a facilité les choses, c'est que ce n'était pas notre premier enfant, parce que pour des jeunes couples qui attendent le premier bébé, qu'on leur apprenne le jour de la naissance qu'il y a un handicap mental, c'est sûr que c'est très très difficile
à assumer. Bon, nous c'était le numéro 5 de la fratrie, donc on avait déjà 4 enfants, donc on voit les choses différemment. Voilà.